l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Monsieur le Président de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mesdames et Messieurs les présidents des sociétés savantes nationales de cardiologie, distingués collègues, j'ai l'honneur, le grand honneur de présenter cette conférence, de prononcer cette conférence avec ce thème sous forme de questionnement. Quelle cardiologie du futur pour l'Afrique subsaharienne? Et il me plaît de débuter mon propos dans une perspective historique. Les maladies cardiovasculaires ont été réputées rares en Afrique, et je m'appuie sur cette célèbre publication ancienne de Donaldson qui date de 1929, dans laquelle l'auteur nous disait qu'il n'y avait pas de maladie cardiovasculaire en Afrique noire. Les Africains n'avaient pas d'augmentation de la pression artérielle avec l'âge, et il décrivait cette situation comme étant liée au manque de stress des populations traditionnelles. Les choses se sont précisées. Plusieurs années plus tard, je vous présente ici des statistiques qui datent d'une soixantaine d'années d'un hôpital d'Afrique du Sud où on retrouve des maladies cardiovasculaires avec en tête des cardiopathies hypertensives, des cardiopathies rhumatismales et puis la maladie syphilitique. C'est le rectangle rouge et vous voyez en vert que les infarctus du myocarde, les crises cardiaques, étaient rares, voire inexistantes. Les choses ont évolué, les États se sont adaptés, la Côte d'Ivoire a construit son institut de cardiologie, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, devant l'apparition de ces maladies cardiovasculaires, institut qui a été inauguré le 24 novembre 1976 par M. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. La première intervention à cœur ouvert dans cet institut a été réalisée le 11 mars 1978. Vous avez en médaillon la photo du professeur Wezen Koulibaly. Je vous montre à droite un facsimilé du compte rendu opératoire. Il s'agissait d'une jeune patiente, 26 ans, présentant une communication interauriculaire sur le second homme, qui a donc bénéficié d'une fermeture de cette communication, et les médecins qui l'ont opéré étaient le professeur Métras, le docteur de l'époque Wezen Koulibaly et le docteur Kwame Ouattara. Les choses ont évolué, les maladies coronaires réputées rares ont commencé à faire leur apparition, et je vous présente ici là également une copie de la thèse de l'interne Maurice Kakou-Vikaywe en 1982 à propos de 62 cas de maladies coronaires. Les choses ont changé, la réalité est tout autre jusqu'à ce que le 27 avril 2010, devant l'ampleur de ces maladies coronaires, Roland Guetta, le jeune Roland Guetta, réalise la première angioplastie en Côte d'Ivoire. Autant dire que ces maladies cardiovasculaires aujourd'hui ont un certain poids en Afrique subsaharienne. Ces maladies cardiovasculaires constituent dans le monde la première cause de décès. On l'a dit à l'envi, 17 millions de décès en 2015, la plupart de ces décès survenant dans les pays en voie de développement, qui vont donc porter 78% de cette mortalité globale, avec plus de 80% en termes de mortalité et de morbidité. Ces maladies cardiovasculaires constituent la première cause de maladies non transmissibles en Afrique, mais plus précisément dans toutes les régions africaines. Avec cette représentation, on peut imaginer les délices, c'est-à-dire le nombre de jours de vie perdus à cause de ces maladies, avec également le nombre de jours passés en vie, mais avec un handicap du fait de ces maladies.
des risques très importants, donc autour de 40% dans la plupart des régions africaines. En termes de mortalité, là également, on a une augmentation en Afrique subsaharienne, particulièrement augmentation retrouvée en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est comparativement à l'Afrique centrale et à l'Afrique du Sud. Tout ceci du fait de la transition épidémiologique qui part de l'industrialisation, de l'urbanisation, avec les changements de mode de vie, responsables de cette augmentation des maladies cardiovasculaires. Cette transition épidémiologique se caractérise par une baisse de la mortalité infantile, avec donc une augmentation du nombre de personnes qui vont atteindre l'âge adulte et le troisième âge, une baisse des maladies infectieuses du fait de la vaccination, des meilleurs accès aux soins de santé, avec donc pour corollaire la baisse de la mortalité globale et évidemment une augmentation du temps passé en vie, donc du temps d'exposition aux facteurs de risque. Et puis enfin, caractérisé par des modifications environnementales et comportementales, du fait d'une augmentation de la consommation de graisse, du tabagisme et de la sédentarité. Cette transition épidémiologique a ceci de particulier qu'il y a également le rôle de l'aisance, avec l'adoption de nouveaux comportements. Cette aisance va nous précipiter dans les facteurs de risque d'athérosclérose qui vont faire le lit des maladies cardiovasculaires. Mais attention, ce n'est pas que l'aisance. Selon la théorie de Barker, la pauvreté, la malnutrition maternelle pendant la grossesse, responsable d'un mauvais développement fœtal, avec des petits poids de naissance, l'enfant va naître mais va vivre dans des mauvaises conditions socio-économiques, va développer un phénotype épargneur, aura donc tendance à prendre du poids, à monter sa pression artérielle, pauvreté responsable donc de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de l'ensemble des dysmétabolismes. Autant dire que la transition épidémiologique, c'est l'explosion des facteurs de risque que je vous ai mis en rouge là, les 4 facteurs qui vont conduire le plus en Afrique subsaharienne vers les maladies cardiovasculaires, avec en premier l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, le tabagisme, tous les autres qui sont listés, en y ajoutant la pollution atmosphérique. L'hypertension artérielle, c'est un vrai problème en Afrique subsaharienne. La prévalence de l'hypertension est l'une des plus élevées au monde en Afrique, avec une multiplication du nombre d'hypertendus par 4 en 40 ans. C'est le premier facteur de risque de décès en Afrique subsaharienne. L'hypertension artérielle a ses particularités en Afrique subsaharienne, très peu reconnue, prévalence importante mais très peu reconnue. 73% des personnes hypertendues ne connaissent pas leur statut. Lorsque ces personnes connaissent leur statut, 72% d'entre elles ne sont pas traitées. Lorsqu'elles sont traitées, 93% d'entre elles ne sont pas contrôlées, d'où un mauvais contrôle exécrable, 7% des hypertendus contrôlés. Que dire du diabète? On anticipe une augmentation fulgurante de la prévalence du diabète en Afrique subsaharienne, en anticipant une augmentation de 143% entre 2015 et 2045, où on s'attend à 47 millions de diabétiques dans cette région du monde. Le diabète, lui également, est méconnu. 60% des personnes diabétiques ne se savent pas diabétiques. Le diabète est responsable de 7% des causes de mortalité et 73% des décès liés au diabète vont survenir avant l'âge de 60 ans, et c'est la plus grande proportion au monde. Un mot sur l'obésité, on dit que comme partout dans le monde, la prévalence de l'obésité en Afrique subsaharienne va augmenter. La pollution à particules fines, parlons-en, c'est aujourd'hui un problème. Cette pollution estimée, calculée dans ces villes africaines que vous voyez, avec la barre rouge qui définit le seuil acceptable,
cette pollution est extrêmement importante, qui va faire également le lit de maladies pulmonaires et d'athérosclérose. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ces maladies cardiovasculaires ont prospéré avec, en Côte d'Ivoire, ces maladies qui sont passées du 7e rang des causes de mortalité en 1990 au 4e rang en 2019, avec le même profil évolutif observé pour le diabète. Malheureusement, ce n'est pas tout. À côté de ces atteintes cosmopolites, il existe des affections cardiovasculaires plus spécifiques au milieu tropical, les cardiopathies liées au VIH, les cardiopathies parasitaires, les cardiopathies carentielles, la cardiomyopathie du péricardiome, l'endocardite pariétale. Pour répondre à la question qui m'a été posée, comment orienter la cardiologie du futur? Je vais donner pêle-mêle des idées qui me semblent être des idées pertinentes. Il faut optimiser les ressources humaines. Je remercie tous les collègues qui ont répondu à cette enquête en ligne que nous avons lancée depuis le mois de janvier, avec autour de 600 réponses de cardiologues sur 16 pays. Et vous voyez que le nombre cumulé de cardiologues entre 1976 et 2023 a vraiment augmenté. Mais les besoins sont énormes. Dans notre sous-région, on va retenir, si on se base sur ces réponses, on a environ 600, plus ou moins 100 cardiologues en activité. Voici les pays avec les répartitions des réponses, tous les pays avec tous les collègues que je remercie encore qui ont accepté de participer à cette enquête, avec une information là également très importante, c'est que 71% des cardiologues sur l'ensemble de nos pays travaillent dans la capitale. 21% seulement sont en dehors des capitales. Ce qui pose également un problème de répartition géographique des ressources humaines en cardiologie. Que dire des curricula de formation? Nous avons, il y a quelques années, interrogé nos jeunes collègues en formation, cardiologues en cours de DES, sur leur volonté de poursuivre une sous-spécialisation en cardiologie. 83% d'entre eux sont d'accord pour continuer. Le reste, 27%, ils disent ça suffit comme ça, on a assez poussé, nous allons rester des cardiologues généralistes. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire comme sous-spécialité, on a l'impression qu'il y a des sous-spécialités qui sont un peu moins attractives. Je vous rassure et je rassure, le professeur Ngueta, le général Ngueta 5 étoiles, la cardiologie interventionnelle remporte le maximum de suffrages. Tout le monde veut ressembler à Ngueta Roland. Tout aussi importante, telles que la cardiologie interventionnelle périphérique, la cardiologie interventionnelle pédiatrique, la cardiologie pédiatrique, les urgences cardiovasculaires, la médecine vasculaire semble, en tout cas dans cette enquête, moins attractive. Mais tout ce qui va être réadaptation, rythmologie, échocardiographie, évidemment je suis échocardiographiste, cardiologie interventionnelle adulte remporte des suffrages. Donc il va falloir non seulement une meilleure répartition de nos cardiologues sur l'ensemble de nos régions, mais pouvoir orienter les curricula dans les différentes sous-spécialités. Peut-être faut-il se structurer un réseau de pôles d'excellence. J'ai emprunté cette diapositive au docteur Claude Kwakam, qui montre que l'activité de stimulation cardiaque augmente en Afrique. Vous voyez l'évolution de la pose de piles cardiaques, de stimulateurs cardiaques en 2010 et 2019 dans notre sous-région, mais environ 30% des pays encore n'ont pas d'activité de stimulation cardiaque. Ça veut dire qu'il faut peut-être mutualiser les efforts entre pôles d'excellence. L'idée a déjà été émise. Il y a des pays où certains secteurs sont relativement développés, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Alors on peut peut-être imaginer, c'est vrai que tous les pays, pour des raisons
d'ORA nationales ont intérêt à développer leurs activités, mais on peut imaginer mutualiser ces pôles d'excellence pour la prise en charge des patients, pôle en rythmologie, pôle en cardiologie pédiatrique, pôle en cardiologie interventionnelle, en chirurgie cardiaque, en imaginons en médecine vasculaire. Il faut développer la recherche. Je vous montre sur ce graphique de gauche les bâtonnets là qui nous montrent le nombre de publications dans le domaine des maladies cardiovasculaires dans les pays de l'OCDE à haut revenu, jusqu'à 50 000 publications par an. Et puis, ce que vous avez là, cette ligne plate, c'est ce que l'on a en Afrique en termes de nombre de publications en recherche cardiovasculaire. Et puis, à droite, vous avez une comparaison, plus le bleu est foncé sur ces différents pays, plus l'activité de publication est importante. Et vous aurez compris la contraposée. Il faut donc investir, s'engager dans la recherche. Il faut parler de prévention, promouvoir l'activité physique, améliorer l'alimentation, lutter contre le tabagisme, contre le stress. Il faut financer les soins de santé. C'est vrai que je ne vais présenter que cette diapositive qui fait état du financement public ou étatique, avec l'engagement de nos pays d'allouer 15% des budgets au financement de la santé. Force est de constater que sur cette base, la déclaration d'Abuja de 15%, très peu de pays atteignent ce taux, la moyenne africaine se situant autour de 10%. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, messieurs les présidents, distingués collègues, c'est ma dernière diapositive. C'est emprunter l'exemple de l'hypertension artérielle avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la prévalence élevée, le mauvais diagnostic, le traitement non optimal et le contrôle non optimal, switcher pour s'engager résolument dans s'engager à augmenter en fait, à tout mettre en œuvre pour que, en matière d'hypertension artérielle, on puisse passer au dépistage de 80% des hypertendus, au traitement optimal jusqu'à avoir, concernant l'hypertension artérielle, au moins 51% de nos hypertendus contrôlés. Et ça, pour 2030, n'est-ce pas, professeur Didier Anastase? Voilà ce que je voulais partager avec vous, messieurs les ministres, messieurs les présidents, monsieur le président de la SICA, distingués collègues, je vous remercie. Donc, la cardiologie du futur de l'Afrique subsaharienne. Waouh! J'étais stressé durant vos propos, professeur. Et fort heureusement, des solutions sont venues.